Que me la rompió un barreno, mira, mira, Marusiña, mira, mira todo el mundo. Que me la rompió un barreno, mira, mira, Marusiña, mira, mira todo el mundo. Il y a une criminalisation des acteurs de l'antifascisme. Alors, moi j'ai jamais dit que le Comintern était la seule force antifasciste. J'ai dit que l'antifascisme était structuré principalement dans les années 30 par l'internationale communiste. Mais qu'au sein de l'antifascisme, il y avait des conceptions, des options, des stratégies différentes. Mais incontestablement, il était structuré par l'internationale communiste. Voilà. Donc il y a un déchaînement là-dessus à partir du livre noir de Courtois, communiste égale fasciste. Voilà. Et là-dessus, on en soupe en permanence. En fac, etc. Ça déglace, ça dégringole en permanence. Donc à un moment donné, l'objectif c'est... Ils sont arrivés, ils sont parvenus à tétaniser des acteurs de cette histoire, des vieux que je connais, des tétanisés. Vous voyez, il faut tétaniser, culpabiliser tous ceux qui ont été révolutionnaires en 68, dans les années 70, en 60, tous ceux qui ont été révolutionnaires, donc staliniens. Non, moi j'étais révolutionnaire, je l'assume, mais je continue à être révolutionnaire et je n'ai pas été stalinien. Je ne sais pas ce que ça veut dire que je n'ai pas été stalinien. Voilà. C'est vrai que le monde était bipolaire, c'est comme ça. Et en 1936, il fallait être à Madrid. En 1943, il fallait être à Stalingrad. En 1968, il fallait être dans la rue, etc. Et j'ai essayé d'y être. Voilà. Pas dans la rue, pas à Stalingrad, parce qu'alors là, voilà. Mais en même temps, voilà pourquoi j'ai fait ce bouquin. Parce qu'il y en a marre, à un moment donné, il faut se réapproprier cette histoire. Parce qu'ils appellent ça des grands récits. Et les brigades internationales, c'est un grand récit de la classe ouvrière, des ouvriers. Ils veulent en finir avec nos grands récits. La Commune de Paris, la Résistance, le Front Populaire, etc. Les brigades internationales, nos grands récits, des récits ouvriers, vous voyez, pour montrer que tout ça c'est criminogène et que la seule perspective, c'est d'accepter le néolibéralisme, qui vous le savez bien, et l'horizon indépassable de l'humanité, etc. Donc quand ils crachent dessus, quand ils crachent sur les brigades, quand ils crachent sur Che Guevara, mais c'est sur nous qu'ils crachent, c'est pour préserver le système. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin et que je pars un petit peu à la secouer, parce que la gauche est dans un tel état qu'il faut tout reprendre en compte, sur des valeurs. Voilà, et moi je fais mon petit boulot en bas. J'ai retrouvé, vous l'avez vu il y a 15 jours, ça fait un pétard en Espagne terrible, tenez-vous bien, une journaliste et une romancière française fusillée en 1936, le 1er septembre 1936, par les fascistes à Cordoue. Elle est enterrée dans une fosse commune française de 2000 corps. Personne ne le savait, depuis 1936. Elle était à la SFIO. Elle travaillait pour le Patriote de Léon Blum, l'homme de la non-intervention, même si ça l'a déchiré, paraît-il, mais l'homme de la non-intervention. Elle travaillait au Patriote. Et alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le Patriote n'a annoncé sa mort qu'un mois après, en page 3, dans un petit entrefilé. Et qu'en 1937, il y a eu un congrès de la SFIO à Marseille, en mai, et que l'hommage lui a été rendu avec une liste de noms de ceux qui étaient morts depuis le précédent congrès. Alors, à la sauvette, à la va-vite. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que cette dame dérangeait les uns et les autres. C'est une dame extraordinaire. Elle a écrit dans 1924 Les forçats de la volupté. 5 langues, polyglotte, femme libérée, femme de terrain. L'un des chefs d'accusation des fascistes, c'est qu'elle était donc dans le front de guerre, elle couvrait la guerre. Elle était habillée en homme, immensément cultivée, traductrice de Blas Cabañas. Et cette personne-là est là-bas. Et l'État français comme l'État espagnol ne font rien. Il n'y a pas eu, le franquisme n'a pas été jugé, les fosses restent à ouvrir. Et heureusement, je le dis parce que on me dit en Espagne, c'est vrai, en Espagne, Rajoy c'est un néo-franquiste, il est arrivé, il a coupé toutes les subventions de l'association mémorielle. Toutes. Et l'attitude qu'il a par rapport à la Catalogne, je regrette, c'est une attitude franquiste. C'est une attitude franquiste, parce qu'on discute, on doit négocier, etc., Les peuples ont droit à dire ce qu'ils pensent. Voilà, donc il y a aujourd'hui des prisonniers politiques en Espagne. Voilà, il y a aujourd'hui des prisonniers politiques en Espagne, dans les Espagnes, je préfère dire. Parce que moi, je souhaite qu'un jour, et on n'en sortira pas si l'Espagne ne devient pas une Espagne de toutes les Espagnes, une Espagne des Espagnes.
une Espagne plurinationale, une Espagne plurielle. Oui, la Catalogne, qu'est-ce que c'est, une région? Non, c'est une nation. Ils ont le droit d'autodétermination. Moi, ça ne me plaît pas, mes endroits. Je préférerais une Espagne avec une nouvelle constituante, avec souvenez-vous de la transition des années 70, tout ce qu'il nous a raconté sur la transition. Quand tu disais, mais attention, c'est pas modélique, haute des Staliniens, c'était malheureusement même exporté en Argentine, au Chili, en Uruguay. J'ai fait un colloque il y a 15 jours à Bayonne avec des professeurs de droit. Très, très sérieux. Hein. Moi, j'étais une erreur de casting dedans, mais c'est très répété dedans. Quoi. Et j'ai expliqué qu'on avait raison quand on disait que cette transition, c'était une trahison, en fait. Qu'il n'y a pas eu de rupture avec le franquisme, que le franquisme s'est recyclé. Et s'il y a des fosses communes de 2000, et vous savez ce qu'on trouve dans les fosses communes? Essentiellement des prolétaires et des jornaleros. Donc, caractère de classe de la répression. Voilà. C'est parce que la guerre d'Espagne n'a pas été une simple guerre, ça a été un plan d'extermination. Ça a été Paul Preston, qui est le grand historien de cette période, parle d'Holocauste. Holocauste, la terreur, le climat de terreur, la peur, les massacres, on rase des villages, Badajoz, on tue des milliers de personnes dans les arènes, etc. Donc vous avez des fosses communes de 2000, 3000, 4000, 5000. Je suis allé moi-même essayer d'en ouvrir une à Santander, 1000 personnes. On n'a pas pu, on a simplement identifié les corps. Et il y a même une partie des familles qui n'ont pas voulu que le grand-père ou l'arrière-grand-père ou l'oncle qui était dans la fosse figure sur la liste. Parce que vous voyez donc la peur encore. Voilà pourquoi je fais ce boulot, parce que c'est pas un boulot passéiste. Moi je considère que le travail de mémoire est repose en juste aujourd'hui. Les capitalistes, les classes dominantes veulent restructurer la mémoire autour du néolibéralisme et pour les intérêts du néolibéralisme. Donc moi j'essaie de travailler sur cette mémoire en la rapportant aux enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? D'éthique, de justice, de liberté, d'engagement, etc., de partage. On a besoin de tout ça, de ces valeurs que portait Che Guevara, que portaient les brigandistes, etc. Vous voyez? Voilà, pour le faire vivre au présent. Donc, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut un peu moins commémorer et mettre davantage de politique dans ce que nous faisons. Il faut que la mémoire devienne plus politique, quoi. Il faut que... J'ai lancé le texte, vous l'avez vu, de la pétition. On a 1300. Les associations de Caminard et les autres, les amicales, etc. S'ils sont joints, on peut faire canner le gouvernement. Et si on obtient que René Lafont, soit rapatrié, exhumé, rapatrié, mais ça veut dire qu'on tire les autres aussi, les 2000 qui sont dedans. Vous voyez? Et c'est quand même, toutes les lois, tous les traités internationaux obligent, quand il y a crime contre l'humanité, donc imprescriptible, à appliquer les protocoles qui consistent à ouvrir, identifier, exhumer, enterrer, etc., et recevoir une sépulture digne de, voilà, faire un travail de deuil. L'Espagne ne le fait pas, elle est hors la loi, il faut le dire. Donc ça nous concerne aussi à nous, parce que il y a beaucoup d'amis qui ont, de fils exilés, de petits-fils, qui ont des parents dans des fosses communes. Donc que fait le gouvernement espagnol? Et pourquoi il ne va pas jusqu'au bout là-dessus? Parce que si tu vas jusqu'au bout là-dessus, il faut remettre en cause la transition, et il faut remettre en cause la monarchie, la poutre maîtresse qui tient tout l'édifice, cette monarchie, cette transition, cette monarchie, voilà, et qui est illégitime, parce que comme vous avez vu, le carnaval de Cannes, ils aiment beaucoup les chiriotas, il y a une chiriota qui dit, bueno, tengo voté, remettez votre mandat au peuple, faites voter. Si le peuple vote pour la monarchie, on respecte, sinon, que se vaya. Donc cette monarchie, elle est illégitime, mais elle tient, vous avez vu les discours de Rajoy et du roi. On aurait dit que c'était Rajoy le roi quand il parlait sur la Catalogne. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est plutôt d'essayer de promouvoir le dialogue, la discussion, d'apaiser, etc. Bon, voilà, j'ai fini, sinon je vais faire mon monologue toute la soirée. En matière de libération de la femme milicienne, la femme, en matière de culture, d'auto-organisation, los Ateneos, etc., etc. Voilà. Donc c'était considérable. Ensuite, il y a eu deux logiques, effectivement. À partir de la militarisation des milices pour créer une armée populaire républicaine, et je suis de ceux qui considèrent que contre Hitler et Mussolini, il était difficile de se battre uniquement avec des milices, c'est compliqué, tu vois. Voilà. Mais là, effectivement, il y a eu affrontement fratricide. Et le gouvernement, qui était un gouvernement où il y avait 4 ministres anarchistes, 4. Il y avait 2 communistes. C'était le gouvernement Prieto
Largo Caballero. Il a envoyé qui? Il a envoyé la division la plus aguerrie, la plus disciplinée, la plus obéissante, la plus politique, et Quinto Regimiento. Envoyer, tuer, c'est reprendre les choses en main. Tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire tuer des camarades. Voilà. Oui, ça s'est passé comme ça en 1937 à Telefónica, et oui, ça s'est passé comme ça dans Conseil d'Aragon. La question, c'est qu'il fallait. Il y avait. Les communistes n'étaient pas seuls. Les communistes, ils étaient avec le président de la République, le président du gouvernement, une partie importante de l'UGT, l'air, l'Esquerra républicaine, etc. En disant il faut d'abord gagner la guerre. Il faut d'abord rétablir un État, reconstituer un État, gagner la guerre, et puis on verra. Et les camarades anarchistes, et le POUM, un peu différent. Parce que le POUM, j'ai lu tout ce qu'il a écrit sur le soulèvement de mai 37 téléphonique à Barcelone, il a dit c'est une connerie. Ce sont les anarchistes qui n'ont pas assumé un soulèvement populaire. C'est comment il s'appelle? Un Basling qu'il a écrit. Voilà. Mais, si tu veux, il y avait deux logiques qui étaient irréconciliables. Les anarchistes disaient il faut faire la révolution et en même temps la guerre. Et ils ont fait en Aragon, en Catalogne, des nucléos, des petites collectivités, communautés, d'une vie nouvelle, incontestablement. Mais également, je suis allé sur le terrain, il y a eu également quelques phénomènes de contrainte. Je te dis tout ce que j'ai vu. Hein. Il y a eu des choses magnifiques. Création d'un monde nouveau, voilà. Et ensuite, il y a la guerre. La guerre qui n'était pas au début contre le fascisme, qui est devenu ensuite un affrontement fascisme, antifascisme. Et là, l'aide massive d'Hitler, Mussolini, etc. Voilà. Et quand les milices, quand les brigades internationales, le 7 novembre, interviennent à la Casa del Campo, interviennent à la Ségranière italienne, les franquistes étaient dans Madrid. Et c'est le courage des miliciens. Le gouvernement encourage le Fillon, il était parti à l'avance. C'est le courage des miliciens, des brigadistes, et les armes lourdes de Staline, qui étaient payées par la République. Mais les fameux avions, les Moscas et los Chatos, les avions, les tanks, etc. Les armes lourdes qui apparaissent pour la première fois et qui n'ont pas ça, stop l'avancée. Franco était sûr de prendre Madrid et on est très surpris, d'ailleurs tout le monde est très surpris de cette réaction, cette défense populaire de Madrid. Vous voyez? Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a eu ces affrontements. Ensuite, moi je pense que quand même l'essentiel, c'est que dans tout ce que j'ai étudié jusqu'au bout, ils ont quand même combattu ensemble, socialistes, poumistes, communistes, anarchistes, même si les agents du NKVD, notamment Orlov, ont commis des saloperies en tuant, parce que c'est eux qui ont tué Andrés-Nin, parce que Staline a projeté ses fantasmes sur la guerre d'Espagne, son obsession anti-trotskiste, parce que c'était le moment des grands procès 36, mais c'était le moment aussi où Staline armait la République espagnole. Il armait la République espagnole. Et alors, avec l'ordre de Moscou, je m'explique, c'est le gouvernement espagnol qui n'avait confiance en personne qui a décidé d'envoyer l'ordre de la République à Moscou. Parce qu'il n'avait confiance en personne, il avait confiance en Moscou. Et vous imaginez les socialistes, c'est un gouvernement avec les assanistes, les républicains, il n'avait confiance en Moscou. Donc il a déposé l'ordre à Moscou et cette aide soviétique a été payée au centime de rubis sur l'homme. Il y a un bouquin de Vignes qui s'appelle L'ordre de Moscou. Par contre, je vais t'apprendre quelque chose, ça c'est un scoop. Il y avait 61 tonnes d'or déposées à Mont-de-Marsan, de la République espagnole, dans les serres de la Banque de France. Le gouvernement, Largo Caballero, puis Negrin, l'a demandé à plusieurs reprises. Au nom de la non-intervention, on ne l'a pas envoyé. On l'a refusé. Pour acheter de la nourriture, pour acheter des armes, etc. On a refusé. Par contre, dès que les accords Bérard-Jordana, il faut que tu saches que la guerre d'Espagne, on a reconnu Franco avant même qu'ils soient rentrés à Madrid. Les Anglais et les Français, par les accords de fin février 1939, ont reconnu Franco alors que la date officielle c'est le 1er avril. Quand ces accords sont signés, la France décide d'envoyer d'or. 41 tonnes, elle en garde un petit peu, 41 tonnes d'or. Il y a des photos, il y a des camions entiers, etc. etc. Vous voyez bien que cette non-intervention n'en était pas une et qu'elle avait surtout que c'est une politique de classe. C'est une politique de classe. 41 tonnes d'or. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est concret, vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai soulevé il y a quelques années. Alors ça les fait chier, quoi, parce que c'est concret, là, on voit bien que la non-intervention, c'était une politique, comme dit mon ami Annie Latoré, c'est destiné à étouffer la révolution. Ils avaient surtout peur de la révolution, des rouges de la révolution. Et Franco, comme Mola, comme Keipo, dans les déclarations, plus jamais ça. Plus jamais le prolétariat qui relève la tête, plus jamais ça.
J'ai ici des déclarations de Mola, de Keiko Deyano, disant il faut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Limpiar, nettoyer, purifier, etc. Donc guerre d'extermination. Et Franco d'ailleurs monte lentement. Et dans certains villages, 10% de morts. 10%. Il rase les villages, il monte la colonne, la muerte de Yago, etc. Il monte vers Madrid. Voyez. Donc c'était une guerre. Moi je ne prends pas le mot guerre civile. Au départ, peut-être dans certaines régions, mais il y a des régions où l'armée est passée et qui ont été des régions martyrisées. C'est l'essentiel du territoire. Sur l'essentiel du territoire, il y a eu une guerre d'extermination, une guerre de classe, une revanche des possédants, comme une guerre antifasciste par procuration, bref, une guerre de classe. C'est tout ça. Moi, je ne parle d'une guerre antifasciste, je ne parle pas de guerre civile. Parce que c'est trop facile de renvoyer dos à dos les bourreaux et les victimes, les républicains et les fascistes. Ça, c'est ce qu'ils font dans tous les colloques internationaux. Samedi, c'était ça. Ah, vous savez, l'équilibre de la mémoire. Ah, l'équilibre de la mémoire. Renvoyer dos à dos, tous coupables, dit Bartolomé Benassa. Tous coupables, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, mais ça fait rien, c'est dans la famille. Tous coupables, dit-il. Donc pour que tous soient coupables, il faut que personne ne soit coupable. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc l'équidistance, le renvoi dos à dos, etc. Et il faut se battre contre ça. Et on s'est tellement battu que ça commence à revenir la tête. Hein. La plupart des historiens progressistes que je connais aujourd'hui me disent, bon, tu n'étais pas modéré, mais tu avais raison il y a 20 ans. Parce que si vous voulez, une révolution qui produit que des bananes, il n'y en a rien à foutre. Mais une révolution qui a les plus grandes réserves pétrolières au monde, ça les fait chier. Et qui ait mis la rente pétrolière pendant toute une période au service du peuple, je n'ignore pas la corruption, la bureaucratie, je n'ignore pas tout ça. Je n'ignore pas que le chavisme populaire, celui que je soutiens de base, il est brimé. Je sais tout ça. Je sais qu'il y a lutte des classes fortes, y compris au sein du PSUV, du grand parti du chavisme. Et je sais que ce qui nous manque, vous allez me dire, ça vous surprend ce que je vais dire, ce qui manque, ce n'est pas du papier hygiénique. Ce qui manque, c'est Chavez. Il y avait un projet, une vision. Voilà. Alors on me dira, oui, ce sont les hommes. C'est vrai que, je dis souvent, il ne s'agit pas de changer de berger, il s'agit de changer la mentalité de troupeau. Mais mon Dieu, il y a des hommes qui incarnent. Il y a des hommes qui incarnent des choses. Cet homme est sorti du caniveau. Il était sambo, mélange d'Indiens, de Noirs, etc. Il est sorti de la pauvreté, il s'est radicalisé. Il a mené un combat. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai assisté à des meetings. C'était tirer les gens vers le haut. C'était de leur demander d'intervenir, les tirer vers le haut. C'était pas du populisme au sens de laissez-moi faire, je fais le reste, quoi. Voyez. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. En Amérique latine, le populisme, c'est considéré comme quelque chose de positif. Faire une politique pour le peuple, avec le peuple, par le peuple, etc., c'est considéré comme positif. Donc moi, je suis en état de réflexion sur le populisme. D'ailleurs, j'ai acheté le bouquin, comment tu l'appelles, Marielle, vous le bouquin. Oui. Le bouquin du populisme, l'Argentin. Laclos. Lisez le bouquin de Laclos. Moi, je suis en état de réflexion sur le populisme. Alors, je sais que ce n'est pas un odeur de sainteté. Mais moi, ça m'intéresse. Parce que le nationalisme, le populisme en Amérique latine, ça se définit contre l'impérialisme. Vous voyez? Alors bon, on va me dire encore, électron libre, je n'ai rien à foutre d'être un électron libre, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le rôle d'un intellectuel, c'est... Comment vous dire? C'est de prendre la rebrousse-poil, quoi. Voilà, je crois que c'est ça, le rôle d'un intellectuel, c'est d'intervenir là où on ne l'attend pas. Voilà. Alors souvent on me dit, t'es un poil à gratter. Oui, je suis un poil à gratter, mais attention, communiste jusqu'au bout. Au nom des miens, au nom de cet idéal, parce que le goulag, comme l'Inquisition, n'ont pas invalidé cet idéal qui est le plus beau pour moi, l'idéal de partage, de vivre ensemble, de libertaire, c'est cet idéal. Utiliser l'État pour faire disparaître l'État, etc., les biens communs, l'autogestion, la socialisation, l'auto-organisation, etc., etc. Ça, c'est le plus beau des idéaux. Et je crois qu'il ne faut pas, effectivement, même si je n'ai rien à fiche, si vous voulez, du climat qui règne, je suis communiste, je l'affirme, et je dis aujourd'hui plus, c'est la faute de Mélenchon. Non. Quand on a des problèmes, c'est d'abord la faute à nous-mêmes. On balaye devant chez soi. Après Mélenchon, c'est Mélenchon. Mais quand on a des problèmes, on balaye devant chez soi. Pourquoi on en est là? Si c'était comme Mélenchon, ce serait facile. Hein. Voilà. Donc, non, il y a des choses qu'on ne fait plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et en même temps, il y a besoin que les bouches s'ouvrent, d'avoir des forces de gauche pertinentes, critiques, de rupture avec le capitalisme. Le peuple n'en veut plus des magouilles politiciennes, il n'en veut plus une rupture avec le capitalisme. Alors, parler de dépassement, de rupture, de révolution. Il faut reparler de révolution, de communisme, de libertarisme,
de socialisme. Il faut reparler de tout ça. Moi, j'ai besoin qu'on me dise, voilà, il y a une étoile. Et qu'on nomme cette étoile. Qu'on la nomme cette étoile, vous voyez. J'ai besoin qu'on me dise, voilà, on va vers l'étoile, mais caminante noi camino sempre camminando, on va vers cette étoile. Voilà. Et d'ailleurs, qui c'est qui disait que quand les étoiles... Ah oui, quand un homme ne réagit pas devant l'injustice, les étoiles déraillent. C'était Bertolt Brecht. Vous voyez. Mais voilà, bon Dieu. Alors, ça vous paraît dogmatique, ce n'est pas dogmatique du tout. J'assume, je ne veux pas revenir au mur de Berlin. Le mur de Berlin tombe, mais tant mieux, c'est une chance. Che disait, c'est pour ça que Che est aussi vivant encore. Parce que le mur de Berlin n'est pas tombé dessus, sur Che. Parce que lui, il était pour un socialisme, mais émancipé du soviétisme. Sans la tutelle. Il disait, c'est notre expérience, mais c'est notre expérience. Voilà. C'est pas un modèle. Voyez. Regardez ce Che qu'on considère comme un dogmatique. Regardez ce que j'ai trouvé dans un livre qui a été publié de façon un peu minoritaire, mais regardez ce qu'écrivait le Che, vous allez être impressionné, parce que le Che, c'est pas une mitraillette. Le Che, c'est pas un aventurier. Le Che, c'est un grand intellectuel communiste, avant tout. Et c'était le seul interlocuteur qui était à la hauteur de Fidel. Donc on a voulu en faire un mythe, un produit marketing. Non mais attendez, si on en a fait un mythe, c'est qu'il y a une raison. Les mythes sont propulsifs. Une chaussette. Oui, j'en ai plein à la maison comme ça. Donc, la gadgetisation du Che, bon, je suis de ceux, vous le comprendrez, qui pensent qu'il faut revenir à la pensée vivante de Che Guevara. Mais la mythification, ça m'intéresse aussi, parce qu'on n'a pas mythifié Staline. Oui. Donc, ça m'intéresse aussi. Les paysans, à la Higuera, le petit village où il a été fusillé, assassiné, la nuit, ils rêvent qu'il passe, il leur parle, il est à cheval, etc. etc. Oui. Alors, regardez ce qu'écrit cet homme. Il est à Prague, clandestin, et il fait des apuntes, une critique du manuel d'économie politique de l'Académie des sciences de l'Union soviétique. Alors, vous allez voir ce qu'il dit. C'est surprenant quand tu dis ça aux gens. Alors, les gens ont peur de faire part de leurs doutes. Soit nous avons la capacité de détruire avec des arguments l'opinion contraire, soit nous devons la laisser s'exprimer. On ne peut détruire les opinions à palos, par la force. Une opinion qui doit être détruite par la force est une opinion qui a raison de vous. Oh là, je continue. On est en train de retourner au capitalisme, à l'Union soviétique. Prenons la mesure de notre hérésie. L'URSS impose le socialisme par la force des armes au pays de démocratie populaire. Si ça avait été publié à l'époque, oh là là. Le socialisme, sans en changer véritablement le sens. On parvient ainsi, ah oui, il dit attention au mélange des systèmes, on parvient aussi à une synthèse, un système hybride qui débouche sur une impasse. L'internationalisme est remplacé par le chauvinisme de grande puissance ou la soumission à l'Union soviétique. Il parle de l'assujettissement de toutes les stratégies nationales du prolétariat à la politique soviétique. Le CAM et le Comecon, vous savez, l'organisation des pays, il les traite de panier de crabe. Alors, il y a entre pays socialistes un développement inégal qui se transforme grâce au commerce en un échange inégal ou, ce qui est la même chose, par l'exploitation de pays socialistes par d'autres pays socialistes. Chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d'indices que le système qui part de la base des pays socialistes doit changer dès à présent. C'est écrit en 65-66. Oui, nous devons avoir de l'esprit critique, de l'indépendance de jugement. Il dit toute la littérature qui existe est de type apologétique, selon laquelle le socialisme est invincible. Cette idée de l'invincibilité du socialisme, repliée sur lui-même et qui ne descend pas dans la rue pour mener la bataille, c'est extraordinaire. La base théorique est faible, etc. Alors évidemment, il en faut une dose sur le capitalisme, hein, la cage invisible, etc. Les trotskistes, il dit il faut lire Trotsky. D'ailleurs, dans sa musette, en Bolivie, il a des bouquins de Trotsky. Mais il dit les trotskistes, c'est pas moi qui dis, il a écrit page 370. Les trotskistes non apportado nada al movimiento revolucionario en ningún lado.
les trotskistes n'ont rien apporté au mouvement révolutionnaire, nulle part. Alors, ah oui, et à moi, il me dit, attention, parce qu'au sein du parti, à Cuba, on est en train de mettre le San Benito, vous savez, cette espèce de costume de ceux qui condamnaient l'Inquisition. Voilà. Donc ça, c'est Che Guevara. Qui connaissait ça? Ça donne notre image de Che Guevara. Et moi, en écrivant le bouquin, je me suis dit, qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui? Les batailles du Che, bon, l'invasion, il part de la... C'est extraordinaire, il part de la Sierra avec 150 hommes, à pied, mal armés, en guenilles. Il fait 550 km, 54 jours, 2 ou 3 cyclones pour aller à Santa Clara. Il y Santa Clara. C'est extraordinaire. Je veux dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ça, c'est daté pour nous. C'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est le Che disait la politique doit être un concentré d'éthique. Attention. Il y a un passage dans le bouquin, une citation sur l'éthique, qui devrait surprendre un certain nombre de gens, y compris de camarades. Hein. Il y a attention à l'éthique. Il faut apprendre, il faut donner à apprendre par l'exemple. L'exemple. Les dirigeants doivent être exemplaires. Donc il politise par l'exemple. L'éthique en permanence. Vous savez que c'est à la mode aujourd'hui, l'éthique, on fait du capitalisme éthique, etc. L'éthique, parler vrai, ça aussi c'est à la mode. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, etc. Dire toujours les choses au peuple, de cara al pueblo, tout le temps. Il l'a fait. Et en même temps, vous voyez cet homme qui était à la fois un ministre, un dirigeant, un révolutionnaire, un guérillero, un grand théoricien, qui le soir, les collaborateurs m'ont raconté, terminait de travailler à 2 heures. Il disait maintenant faire les mathématiques. Le dimanche, il allait faire du travail volontaire. C'était extraordinaire. C'était un homme. Le Che nous a mis d'abord très haut. L'homme nouveau, les valeurs nouvelles. Il dit si le communisme, si le socialisme, c'est uniquement des marchandises, si ça ne produit pas des valeurs nouvelles, une conscience nouvelle, ça ne m'intéresse pas. Le socialisme, c'est la morale communiste, dit-il à Jean Daniel, ça ne m'intéresse pas. Le socialisme doit produire un homme nouveau, des valeurs nouvelles, une conscience nouvelle. C'est un état moral, un état éthique, un état... Voilà. La révolution comme processus qui ne s'arrête jamais. On trouve ça chez le Che. Et ça, l'homme centre, dit-il. La révolution, elle est faite pour l'homme. Il dit, nous les marxistes, on a très souvent sous-estimé l'individu. L'homme centre. Moi je suis d'accord, hein, mais encore faut-il que ça ne soit pas qu'un slogan. Moi je suis d'accord, on en sortira pas si l'homme n'est pas au centre. Et la femme. L'homme et la femme au centre. Et là il était obsédé par ça. L'engagement, il disait l'engagement jusqu'au bout, absolu. Absolu, total. C'est extraordinaire quand même, cet homme. En même temps, le débat, les divergences politiques, il faut les exprimer, disait-il. Il y avait un problème, quelle orientation économique? Vous savez ce qu'il a fait? Il a invité à La Havane un leader trotskiste, Mendel, un leader maoïste qui était Bettelheim, et il y a eu une grande discussion publique sur les divergences, sur les positions des uns et des autres, etc. Ça vous surprend quand on dit ça. C'était les pratiques du Che-ministre. Et quand il s'en va pourquoi? Mais bon Dieu, ses fidèles, paraît-il, ont voulu le tuer. C'est incroyable. Vous savez qu'il fait le fameux discours d'Alger où il accuse l'Union soviétique de se comporter comme les États-Unis par rapport au pays du tiers. D'accord? Après ça, ben, t'es foutu, quoi. Hein. Il rentre à La Havane, voilà. Et il va partir. Et Fidel lui dit, tranquille, un petit peu, tu vas au Congo d'abord, laisse qu'on prépare les conditions parce que tu n'inventes pas une guérilla comme ça. Il ne voulait pas prendre le pouvoir en Bolivie. Les gens de Bolivie. Il voulait créer en Bolivie, à Nyancahuasu, un centre d'entraînement de guérilleros continentaux pour aller ensuite en Argentine, au Pérou, en Bolivie, etc., un centre de rayonnement Brésil, etc., à Nyancahuasu. La base est tombée, ça l'a obligé à se déplacer sans cesse dans cette espèce de région hostile où les paysans étaient peu nombreux, et quand ils tournaient le dos, ils les dénonçaient, etc. Donc, c'est pas fidèle. Quand il se met dans le barranco, dans le ravin du Chulo, tu peux envoyer l'armée rouge et tu ne peux pas le sortir de là.
Vous voyez, Fidel a mis beaucoup d'argent dans cette aventure bolivienne. Il a mis beaucoup d'argent. C'est lui qui a préparé le campement, qui a acheté le terrain, qui a réglé les problèmes à la place avec comment on appelle ça, Tamara, qu'est-ce qu'elle était, Tamara Bunke, les Indas, c'est des agents de liaison, etc. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé un seul texte de Fidel et de Che qui soit divergent. Il y a des concepts différents, des différentes approches, mais pas de rupture. Il y a convergence. D'ailleurs, quand le Che est en Bolivie, il y a un discours de Fidel à la conférence tricontinentale, à la conférence de Lola, terrible, ultra-gauchiste, dirait-on, aujourd'hui. Voilà. Fidel, et qui fait des discours contre la bureaucratie, etc., pendant que Che, il est en Bolivie. Vous voyez ? Donc c'était la révolution cubaine qui était sur ces positions, il y avait le partage des tâches entre Fidel, qui était obligé par le modèle soviétique depuis 1971, par réel politique d'avaler des couleuvres, et le Che qui pouvait se permettre de... Donc le Che avait dit à Fidel au Mexique, dès que l'on a fait la révolution, je m'en vais vers d'autres. L'objectif du Che, c'était l'Argentine. Voilà, c'est tout. Donc il s'en va, non pas parce qu'il y a des désaccord. C'est vrai qu'il aurait eu du mal à être ministre avec ce qu'il avait dit à Alger. Les soviétiques ont dû intervenir pour faire sonner les cloches. Hein. Voilà. Mais c'était écrit, c'était comme ça. Il va essayer de porter... C'était dans la tricontinentale. Créer plusieurs Vietnam, etc. C'était pas foutre le feu à la Cena Maestra. C'était créer d'autres fronts pour desserrer les taux autour de Cuba. C'était ça.